Bonjour à chacun. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série de vidéos qui concerne tout ce qui est phénomène de transport ou de diffusion. Donc il y aura des vidéos sur la diffusion de particules pour la filière PSI et la filière PC. Et il y aura des vidéos sur la diffusion thermique là pour toutes les filières puisque ça concerne toutes les filières PSI, PC, MP et bien sûr aussi les gens de l'université qui nous regardent. Concernant la diffusion de particules, je pense que je vais faire au moins 5 vidéos de cours dans laquelle on va présenter le bilan de particules et l'équation de diffusion à une dimension. On va mettre en place les principes généraux de l'étude de la diffusion unidirectionnelle. Une deuxième vidéo dans laquelle on va apprendre à faire des bilans pour des problèmes à symétrie cylindrique. Une troisième vidéo des bilans à symétrie sphérique, retrouver l'équation de diffusion pour un problème à symétrie sphérique. Une quatrième vidéo, ce sera la marche au hasard et donc faire le lien entre le modèle de l'homme ivre, la marche au hasard, donc une approche un peu statistique, microscopique pour retrouver l'équation de diffusion à une dimension. Et une cinquième vidéo sur l'étude de la densité de probabilité, montrer que la marche au hasard nous redonne par passage au milieu continu une structure gaussienne, donc qui est aussi une solution de l'équation de diffusion. Donc aujourd'hui, on va poser les bases, redéfinir peut-être si tu as déjà entendu parler de la diffusion ou définir tout court toutes les grandeurs nécessaires à décrire ce qu'est le phénomène de diffusion de particules. Et puis donc on va établir surtout le plus important, c'est le bilan de particules qui va être au cœur des raisonnements. Parce que quel que soit le système de coordonnées dans lequel tu vas te placer, le raisonnement physique sera toujours le même et tu verras, je vais essayer de te l'expliquer de façon très simple afin que les outils mathématiques ne soient jamais un obstacle. On va vraiment essayer de dégager la physique et de ne pas se laisser embarquer par des difficultés mathématiques inutiles. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le phénomène de diffusion? Donc on va le présenter dans un modèle unidirectionnel, donc à t égale 0, dans un gaz ou un liquide au repos, ou même ça peut être des impuretés qui se propageraient dans un solide. Eh bien, on met des particules étrangères à ce milieu en x égale 0, donc par exemple des molécules de parfum dans un tuyau contenant de l'air. Et on se pose la question suivante, mais que vont faire ces molécules? Et l'expérience prouve que les molécules étant très concentrées près de l'entrée, elles vont donc diffuser de la partie concentrée vers les zones les moins concentrées. Donc c'est ça la diffusion de particules, c'est le fait que spontanément les particules étrangères à un milieu vont se répandre dans ce milieu des zones les plus concentrées vers les moins concentrées. Et donc on tend à une homogénéisation de ce qu'on appelle la densité particulière ou la densité volumique donc de molécules diffusantes, donc qui est donc le nombre de molécules étrangères, donc le nombre de molécules de parfum par unité de volume. Donc c'est une grandeur nivelée définie au niveau mésoscopique, donc dans un volume d'à peu près 1 micromètre au cube. Et nous, donc on va supposer que, du moins pour cette première vidéo, cette densité particulière de molécules diffusantes ne dépend que de x et de t. Donc elle ne dépend ni de y ni de z, donc c'est une diffusion unidirectionnelle. Alors associé donc à cette densité particulière, nous avons ce qu'on appelle le flux de particules. Donc là c'est un petit peu comme en électricité, l'intensité c'est le flux de charge à travers une surface d'un conducteur, d'une section d'un conducteur. Ici le flux de particules, donc il s'exprime en seconde moins 1, c'est le nombre de molécules diffusantes qui vont traverser une section du tuyau, donc par unité de temps. Donc un nombre de molécules, de particules, ça n'a pas d'unité, par unité de temps, donc c'est en seconde moins 1. Et ce flux est algébrique, ça veut dire que si les molécules traversent effectivement de la gauche vers la droite et qu'on a orienté la surface N, donc la section, le flux sera compté positivement. Si elle traverse dans l'autre sens, eh bien ce flux sera compté négativement. Et on peut relier ce flux, alors là c'est la définition donc, du vecteur J, vecteur densité surfacique de courant, donc vecteur courant de diffusion, on l'appelle aussi. Donc ce vecteur J, il est défini par son flux. On va voir tout à l'heure qu'on va énoncer ce qu'on appelle la loi de Fick qui va nous permettre de relier J et petit n, mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, simplement, ce flux, c'est le flux d'un vecteur. Donc de façon générale, un flux, c'est l'intégrale sur une surface
d'un champ de vecteurs et c'est le vecteur J. Et comme ici, on va supposer que tout est unidirectionnel, ce sera plus simplement la mesure algébrique de J sur l'axe des X multipliée par la valeur de la surface. Donc après avoir effectué le produit scalaire, on peut sortir la mesure algébrique et donc il ne nous reste plus que la valeur de la surface. Donc on voit que J, il est en seconde moins 1, mètre moins 2, puisque c'est donc une densité surfacique de flux, c'est un flux par unité de surface. Donc on retrouve le flux en multipliant J par la surface. Donc le but de ce chapitre, c'est de montrer ce qu'on appelle l'équation de diffusion, qui est une équation linéaire aux dérivées partielles vérifiée par la densité particulière. Donc ici, c'est à une dimension. Donc le but, c'est de démontrer que n de x et de t vérifie cette équation. Alors tu vois que cette équation, elle a des points communs avec l'équation de D'Alembert, l'équation des ondes, mais elle est différente. Elle est différente parce qu'elle contient une dérivée première par rapport au temps et non pas une dérivée seconde comme l'équation de D'Alembert. Ça peut paraître anecdotique, mais on va voir que c'est ce qui fait toute la différence entre la physique de la diffusion et la physique des ondes. J'en profite également pour dire qu'il faut bien distinguer la diffusion de la convection. Donc la convection, c'est quand, par exemple, les molécules de parfum sont emportées par un courant d'air, par des courants de convection. Donc ça peut être au sein d'un liquide, au sein d'un gaz, pas bien sûr au sein d'un solide, mais au sein des fluides. Et donc, quand on étudie la diffusion, on suppose bien que le milieu dans lequel a lieu la diffusion est absolument au repos. Alors bien sûr, dans la pratique, il y a souvent de la convection dans une pièce comme celle-ci. Il y a des courants d'air, même si on ne les voit pas. Et d'ailleurs, nous verrons que la diffusion, c'est un phénomène très lent, alors que la convection, c'est un phénomène beaucoup plus efficace. Et très souvent, les deux phénomènes se superposent. Et donc, ce qui va être très frappant dans ce chapitre-là, c'est de voir à quel point la diffusion seule est un phénomène d'une lenteur vraiment extrême. Et c'est même un phénomène qui s'essouffle avec le temps, dont l'efficacité s'essouffle dans le temps. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard quand on va étudier les solutions de l'équation de diffusion. Le cœur de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle le bilan de particules. C'est-à-dire que pour établir cette équation différentielle, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de particules. Alors ce bilan de particules, j'ai l'habitude de le présenter à mes étudiants d'une manière très imagée et très simple pour leur montrer que finalement le raisonnement physique qui va être sous-jacent à tous les bilans qu'on va faire, y compris dans des systèmes de coordonnées plus compliqués, est physiquement extrêmement simple. Alors je vais schématiser un petit peu la salle de classe dans laquelle je travaille. Donc voilà la salle et il y a une porte d'entrée ici par laquelle les élèves rentrent le plus souvent, mais il y a également une deuxième porte qui donne sur la cour du lycée Wallon à Valenciennes dans laquelle je suis prof en PC étoile. Et donc les élèves peuvent rentrer par là ou sortir d'ailleurs, mais on va supposer que les élèves rentrent par la porte d'entrée et peuvent éventuellement donc sortir par cette porte qui donne sur la cour du lycée. Alors, pour te présenter très simplement ce bilan avant d'y mettre des maths derrière, voilà ce qu'on va dire. Imaginons que juste avant le début du cours, voilà, 7h55, 5 minutes avant que le cours démarre, voilà, je fais le bilan du nombre d'élèves dans la classe et je m'aperçois qu'il y a 32 élèves. Alors la classe n'est pas encore complète. À 8h00, le cours va commencer. Et j'ai mes 36 étudiants, parce qu'ils sont 36 cette année, une petite classe. Donc, 32 élèves à 7h55 et 36 élèves à 8h. Et je vais calculer la variation du nombre d'étudiants dans la salle durant cet intervalle de temps qui est relativement court. Donc la variation du nombre d'étudiants dans la classe, ça va être tout simplement ce que j'ai à 8h moins ce que j'ai à 7h55, donc ça fait 4 étudiants que j'ai récupérés en plus. Ça, c'est ce qu'on appellera, quand on va faire le bilan de particules, le bilan temporel. Pourquoi, entre 7h55 et 8h, ce nombre d'étudiants a-t-il varié? On va calculer la variation de ce nombre d'étudiants contenus dans la salle. Donc cette salle, c'est ce qu'on pourrait appeler un système ouvert. Il y a entrée d'étudiants et sortie d'étudiants. Donc, on va calculer ce nombre-là d'une autre manière et se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a varié? Eh bien, ce qui se passe, c'est que entre 7h55 et 8h, j'ai eu un certain nombre d'étudiants entrants. En fait, j'en ai eu 8 qui sont entrés par la porte d'entrée. Et dans le même temps,
eh bien j'ai un certain nombre d'étudiants qui sont sortis. J'ai 4 étudiants qui sont sortis. En fait, ils ne faisaient pas partie de la classe, mais ils étaient venus rendre visite à leurs camarades. Donc j'ai 8 étudiants qui sont rentrés, j'ai 4 étudiants qui sont sortis, et on voit bien que la variation du nombre d'étudiants, donc ça c'est ce qu'on appellera le bilan temporel, eh bien c'est égal à ceux qui sont entrés moins ceux qui sont sortis, c'est-à-dire 8 moins 4, et donc je retrouve mes 4 étudiants. Et de façon générale, voilà ce petit raisonnement très simple sur lequel va être basé l'établissement donc de l'équation de diffusion de particules, quel que soit le système de coordonnées dans lequel on va se placer. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le bilan temporel. Je ne fais que constater le nombre d'élèves à l'instant t, le nombre d'élèves à l'instant t plus dt, et je dis que cette variation, eh bien, c'est ce qui est entré moins ce qui est sorti, et c'est tout à fait logique et extrêmement simple. Donc regardons maintenant un petit peu, de façon un peu plus formelle, comment on va faire pour établir l'équation de diffusion. Eh bien, le raisonnement est basé exactement sur la même chose, mais on va travailler sur une tranche que l'on isole mentalement dans notre tuyau, une tranche mésoscopique en réalité, pas complètement petite parce qu'il faut qu'il y ait des particules à l'intérieur, donc entre x et x plus dx. Et on va faire exactement ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan temporel. En fait, on va calculer, donc j'ai cette petite phrase magique quand j'enseigne la diffusion, c'est de dire en fait, calculons de 2 façons différentes la variation du nombre de molécules diffusantes entre x plus dx, donc dans le volume S dx d taux est égal à S dx et pendant un intervalle de temps dt. Donc on va calculer de 2 façons différentes la variation du nombre de molécules diffusantes dans le volume élémentaire S dx pendant dt en faisant un bilan temporel d'une part et en faisant un bilan spatial d'autre part. Donc le bilan temporel, c'est très très simple, c'est un comptage. Donc à l'instant t, donc je vais dire que le nombre de molécules diffusantes, c'est tout simplement n de x et de t fois le volume d taux. J'utilise pour ça la définition de la densité particulière qui est le nombre de molécules donc par unité de volume. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi une tranche élémentaire? Ben justement, c'est pour pouvoir considérer cette densité qui varie avec x quasi uniforme sur dx. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur une tranche élémentaire. De la même manière, je peux compter à t plus dt le nombre de molécules diffusantes. Donc n de x est de t plus dt s dx. Donc ça, c'est le nombre de molécules diffusantes à t plus dt. Et je peux calculer donc d'une première façon la variation temporelle du nombre de molécules dans ce volume en disant, ben voilà, à t plus dt j'en ai autant, à t j'en avais autant, et donc la variation c'est la soustraction des deux. Et donc je vois qu'en mettant s dx en facteur, j'ai cette différence-là qui va apparaître, et donc ça fait apparaître la dérivée par rapport au temps, hein, d'après un développement de Taylor sur la fonction de 2 variables, donc la variation, donc la dérivée par rapport au temps de cette dérivée particulière. Si, maintenant, ça c'est le bilan temporel. C'est exactement ce que j'ai fait ici, ça correspond à cette étape-là. Si ce nombre-là a varié, c'est parce qu'il y a des molécules qui sont entrées alors, en x et d'autres qui sont sorties en x plus dx. Donc là, maintenant, je vais passer au bilan spatial. Donc le bilan spatial me dit que cette variation est due aux molécules entrantes moins les molécules sortantes. Donc les molécules entrantes en x, par définition, c'est le flux en x et t, donc c'est pendant l'intervalle de temps dt, donc je dois multiplier par dt. Moins le flux sortant, donc ça c'est un flux entrant, moins le flux sortant en x plus dx multiplié par dt. Et je vais utiliser la définition du vecteur j. Donc le vecteur j, xt donc fois s dt moins j en x plus dx et en t fois s fois dt. Et je vois que ça, donc ça fait intervenir toujours par un développement de Taylor, moins la dérivée partielle de j par rapport à x fois dx
fois S fois dt. Donc ça, c'est le bilan spatial. Je vais rajouter des petites subtilités. Je vais dire que, alors ça, c'est pas toujours pour l'équation basique, on va voir qu'on va même rajouter des termes en fait à cette équation. Je vais supposer que, donc une chose difficile à imaginer avec des étudiants, mais que j'ai un terme de production de molécules diffusantes dans cet intervalle, donc sigma p, ce sera le nombre de molécules diffusantes produites par unité de volume et de temps. Et on va supposer que sigma p ne dépend pas de x. Donc je suppose que j'ai en plus donc un terme de production. Alors on va me dire à quoi c'est dû. Par exemple, quand on étudie la diffusion de neutrons, on a des réactions en chaîne et donc au sein du milieu, on peut avoir des neutrons qui sont produits. Et de la même manière, je vais supposer que j'ai des molécules diffusantes qui peuvent disparaître. Alors voilà, là aussi, des neutrons qui pourraient être absorbés. Donc par exemple, donc un terme, donc ça ce serait le nombre de molécules qui disparaissent, donc absorbées par le milieu d'une manière ou d'une autre, par unité de volume et de temps. Donc l'unité de ces sigma, c'est donc des mètres moins 3, parce que c'est un nombre de molécules sans dimension, par unité de volume et par unité de temps, donc en mètres moins 3, secondes moins 1. Alors, je vais rajouter dans mon bilan spatial donc deux termes, parce que la variation du nombre de molécules dans le volume, il peut être dû à un flux entrant, un flux sortant. Généralement, on n'aura que ça, mais tout de suite, voilà, je rajoute quelque chose. Donc, ça va être le nombre de molécules produites, donc dN produites, ça va contribuer à l'augmentation du nombre de molécules diffusantes, et puis celles qui vont être absorbées, donc moins dN, ou qui vont disparaître, donc dN disparition. Et pour avoir ces deux nombres, eh bien, on peut faire même de l'analyse dimensionnelle. Ça, c'est par unité de volume et de temps. Donc, je vais multiplier sigma par le volume considéré. Donc, on raisonnait dans d taux égale sdx. Et par le temps durant lequel on regarde ce truc-là, donc c'est pendant dt. Donc, ça va être plus sigma produit dans le volume des taux, donc sdx pendant dt. Et puis, moins, je compte les sigma positivement. Donc là, j'algébrise, moins sdx fois dt. Et donc là, je rajoute ici sigma p moins sigma disparition, donc sigma production, s dx dt. Et je suis parti maintenant pour compléter mon bilan. Donc là, j'ai calculé d'une autre façon par le bilan spatial la variation du nombre de molécules diffusantes dans le volume des taux pendant dt. Et je peux compléter donc mon bilan. Donc ça va faire moins, donc voilà, je peux identifier cette ligne-là avec cette ligne-là. Donc je vais faire un petit peu de place et on va garder donc ce qui va nous être utile pour la suite. Donc quand on recolle les morceaux dans notre bilan de particules et qu'on identifie le bilan temporel au bilan spatial, eh bien voilà ce qu'on obtient. Donc c'est l'équation du bilan de particules. Alors on s'aperçoit qu'on peut simplifier partout par s dx dt. Donc si tu ne peux pas le faire pour ce type de bilan, eh bien ça signifie qu'en fait tu as oublié à un moment donné, quand par exemple tu as fait un développement de Taylor, de multiplier par dx ou par dt. Donc tu peux revenir en arrière dans ton raisonnement et rajouter le dx, le dt ou même la surface qui te manque. Et donc voilà l'équation à laquelle on aboutit. Donc d rond n sur d rond t égale à dj mesure algébrique sur dx, sous-entendu de x et t, plus sigma p moins sigma d. Donc ça, ce sont des termes un petit peu bonus. Donc un terme de production et un terme de disparition de molécules diffusantes. Alors, pour établir l'équation dite de diffusion, donc celle-là sans terme de production et de disparition, eh bien on a besoin de relier le vecteur J avec la densité volumique de molécules diffusantes. Et ça, c'est une loi phénoménologique empirique qui s'appelle la loi de Fick, qui relie le vecteur J, le flux surfacique, à la densité surfacique de flux. Donc cette loi, elle a un contenu physique assez simple. Elle dit que en fait, le vecteur J est proportionnel
non pas à la densité elle-même, mais à sa dérivée par rapport à l'espace, c'est-à-dire en fait au taux d'accroissement de petit n dans l'espace. Et ça, c'est mesuré donc par le gradient de n et à une dimension. Donc ça fait tout simplement dn sur dx lorsque n ne dépend que de x et de t. Et donc, plus les inhomogénéités, plus les zones concentrées sont proches des zones très peu concentrées, plus cette dérivée est grande et plus le flux est grand. Et c'est ce que montre cette loi. Et comme en fait il y a un signe moins, là ça nous montre que le flux va aller des zones les plus concentrées vers les zones les moins concentrées, puisque tu sais certainement que le gradient d'un champ scalaire est dirigé toujours vers les zones où ce champ scalaire est intense. Autrement dit, le gradient n, il est dirigé des zones les moins concentrées vers les plus concentrées, mais j est dirigé des zones les plus concentrées vers les moins concentrées. Alors, quand justement les gradients de concentration sont trop importants, d'ailleurs, cette loi de Fick n'est plus vérifiée. Dans cette loi de Fick, donc, on fait intervenir un nouveau coefficient qu'on appelle le coefficient de diffusion. Alors, il est d'autant plus grand que les molécules peuvent diffuser facilement dans le milieu dans lequel on se place, puisque J sera d'autant plus grand et donc le flux sera d'autant plus grand que D est grand. Alors bien évidemment, ce coefficient il dépend à la fois de la nature des molécules diffusantes à l'échelle microscopique. Plus elles sont petites, plus elles pourront se faufiler facilement. Elle dépend aussi de la nature du milieu dans lequel ces molécules se diffusent. Donc par exemple dans un gaz, typiquement D est de l'ordre de 10-5 dans le système international, l'unité donc c'est en mètres carrés seconde moins 1. Dans les liquides 10-9 et dans les solides 10-30 parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile, le libre parcours moyen est beaucoup plus grand, l'espace est beaucoup plus grand dans un gaz que dans un liquide ou dans un solide qui sont des phases condensées et dans lesquelles pratiquement les molécules se touchent. Et donc voilà pourquoi la diffusion est plus facile dans un gaz que dans un liquide et que dans un solide. Donc pour établir maintenant l'équation de diffusion, il va suffire de réinjecter cette loi de Fick dans le bilan de particules. Alors tout à l'heure je crois que j'avais oublié le signe moins ici, mais c'est bien un signe moins. Et donc la dérivée de Jx, la dérivée étant une opération linéaire, D va sortir de la dérivée, on va obtenir la dérivée seconde de n par rapport à x. Et donc voilà l'équation dite de la diffusion. Alors là il y a un bonus, il y a en plus les termes de production et de disparition. Ces termes-là, bon ça c'est pas vraiment l'équation de la diffusion la plus standard, mais voilà, on les a mis en plus dans cette démonstration. Alors surtout ce qui est important, c'est que c'est une équation qui ressemble à l'équation d'Alembert. Bon, tu dois connaître par cœur l'expression de la forme de l'équation de diffusion sans ces termes-là. Et ça, c'est un terme de dérivée première en temps, ce qui nous montre que le phénomène est, comme on dit, non invariant par renversement du temps. Si tu changes t en moins t, eh bien l'équation va être inchangée. Tu vas changer cette dérivée en son opposé. Et non pas comme l'équation d'Alembert qui a une dérivée seconde, où finalement on retombe sur nos pattes. Et l'équation d'Alembert, l'équation de la propagation des ondes, elle est invariante par renversement du temps. Donc on pourrait dire qu'elle est thermodynamiquement réversible en quelque sorte, alors que celle-là, c'est siège d'un phénomène irréversible. On comprend très bien, tu mets une goutte d'encre dans de l'eau, elle se répand, c'est le phénomène de diffusion. Au contraire, tu n'as jamais vu quand tu bois ton sirop de grenadine ou de menthe, tout le sirop spontanément aller se mettre dans un coin de ton verre. Ça n'arrive jamais, le phénomène est thermodynamiquement irréversible. Voilà donc l'équation de diffusion qui va jouer un rôle et on va voir que ce sera la même équation en diffusion thermique, mais ce qui jouera le rôle de la densité particulière, ce sera la température, mais n'anticipons pas. Alors, il y a des choses vraiment très intéressantes à voir par analyse dimensionnelle sur D. C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai un peu parachuté directement la dimension de D, je t'ai dit c'est en mètres carrés par seconde, on aurait pu analyser dimensionnellement cette équation, mais en fait je ne l'ai pas fait parce que c'est plus facile de voir la dimension de D sur cette équation différentielle. Tu vois que la dimension de D2n sur Dx2, donc j'ai lourdement insisté dans ma vidéo, la puissance de l'analyse dimensionnelle sur le fait qu'il fallait faire de l'analyse dimensionnelle sur les équations différentielles. La dimension de D2n sur Dx2, c'est la dimension de n, divisé par une distance au carré. Tu dérives deux fois par rapport à l'espace. Là, c'est la dimension de n divisée par un temps. Donc, pour que cette chose-là puisse être égale à l'autre, il faut compenser en quelque sorte par la dimension de d, qui va donc être une distance au carré divisée par un temps. Donc, la dimension de d, c'est
la dimension, une longueur au carré divisée par un temps. Alors bien sûr, on peut voir ça comme uniquement de l'analyse dimensionnelle, mais c'est plus que de l'analyse dimensionnelle parce que on pourrait considérer que L, c'est ce qu'on pourrait appeler une longueur caractéristique de la diffusion. Et tau, c'est un temps caractéristique de la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, j'ai un tuyau de longueur L et j'ai mis des molécules diffusantes à l'entrée à l'instant t égale 0. Et je me pose la question, mais au bout de combien de temps un nombre significatif de molécules diffusantes vont-elles arriver au bout du tuyau? Et ce temps, je l'appelle le temps caractéristique. Et donc, cette relation avec D nous montre que D, L et tau sont reliés par cette relation-là en ordre de grandeur. Alors bien sûr, c'est volontairement assez flou, mais c'est très très important. Pourquoi? Parce que cette petite relation nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit que le temps tau, on peut l'écrire L carré sur D. Ça veut dire que si je double la longueur du tuyau, je ne vais pas devoir attendre 2 fois plus longtemps, mais je vais devoir attendre 4 fois plus longtemps pour qu'un nombre de molécules significatif arrive au bout du tuyau. Et ça, c'est contraire au phénomène de convection, parce que le phénomène de convection, c'est les molécules qui sont emportées par un courant d'air de vitesse V. Donc, on comprend que la distance parcourue, elle est proportionnelle au temps. D égale V fois tau. Donc, dans la convection, qui est beaucoup plus efficace que la diffusion, la longueur parcourue est proportionnelle au temps. Mais là, on voit que ça n'est pas du tout ça. On voit que le temps d'attente, il est proportionnel à la distance au carré. Si je multiplie L par 10 fois plus long, il faudra que j'attende 100 fois plus longtemps. Et si je multiplie la longueur par 100, il faudra que j'attende 10 000 fois plus longtemps. Donc, on comprend que la diffusion, c'est un phénomène qui s'essouffle avec le temps. On peut aussi écrire cette relation L égale racine de D fois tau. Donc là, plutôt que de se demander combien de temps je vais devoir attendre pour une longueur donnée, la question c'est quelle va être la distance significative parcourue par les molécules diffusantes au bout d'un certain temps. Et cette distance, donc, elle est proportionnelle à la racine du temps. Donc c'est ce que je disais, ça c'est contraire au phénomène de convection où la distance parcourue est proportionnelle au temps. Et donc voilà, ces deux petites relations-là en ordre de grandeur sont vraiment importantes. Donc typiquement, si je reviens à ma salle de classe et que je me dis, allez, au bout de combien de temps est-ce qu'un étudiant va ressentir le parfum que j'ai vaporisé à mon bureau? Donc la pièce, elle fait à peu près 10 mètres, donc 100 au carré sur D, donc environ 10 puissance 7 secondes avec D égale à 10 moins 5 mètres carrés par seconde. Et donc comme une journée, ça fait 86 400 secondes, donc à peu près 10 000 secondes, donc ça fait une centaine de jours. Donc tu vas voir que ça voudrait dire que pour sentir le parfum au bout de la salle qui fait 10 mètres de long, il faudrait attendre 100 jours, 3 mois. Voilà, c'est à ça que sert ce genre de petite relation. Donc la diffusion, encore une fois, c'est un phénomène extrêmement lent et encore plus lent dans les solides ou dans les liquides. Si tu laisses juste ton sucre fondre et que tu ne remues pas ton café, tu vas pouvoir attendre très longtemps avant que celui-ci se diffuse dans ton bol. Je te laisse faire la petite application numérique avec le coefficient de diffusion de 10-30 mètres carrés par seconde. J'aimerais faire avec toi un dernier calcul dans cette première vidéo. On n'a pas à connaître, bien sûr, les solutions de l'équation de diffusion qui sont généralement très compliquées, qui dépendent des conditions limites, qui dépendent des conditions initiales. C'est une fonction de la variable x, de la variable t. Mais il y a une situation vraiment standard qu'il faut à tout prix que tu maîtrises, c'est le régime permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine que tu as un tuyau de longueur L et que, par exemple, à l'entrée de ce tuyau, c'est une grotte, voilà, qui émet régulièrement des molécules d'argon, des molécules diffusantes. Et donc en x égale 0, tu as une concentration constante égale à N1. Et en x égale L, c'est la longueur du tunnel qui mène vers cette grotte. Donc en x égale L, on évacue par des courants d'air toutes ces molécules d'argon, elles sont emportées par l'atmosphère. Et donc on a une concentration N2 est égale à 0. Et on est ce qu'on appelle en régime permanent. C'est-à-dire que ces deux concentrations ne dépendent pas du temps, on a toujours le même écoulement de molécules diffusantes dans ce tuyau. Alors on peut résoudre très simplement l'équation de diffusion. Donc si on est en régime permanent, ce terme-là est nul. Et donc du coup, on récupère uniquement une dérivée seconde de n par rapport à x qui est nulle, ce qui fait en fait un profil linéaire.
donc AX plus B, et en appliquant ces conditions aux limites, on trouve très simplement que ça va faire moins N1 sur LX plus N1, donc ça signifie que la concentration décroît linéairement de 0 à L, et donc elle s'annule en X égale L. Et on peut calculer le flux. Donc le flux qui vaut S fois JX, et JX donc c'est moins D dN sur dx. Alors on pourrait mettre une dérivée droite, bien sûr, mais dN sur dx, donc ça va faire moins N1 sur L, donc ça va faire S dN1 sur L. Et on s'aperçoit quelque chose peut-être qui peut paraître anti-intuitif, c'est que ce flux ne dépend pas de X. Alors autant la concentration dépend de X, donc la zone bien sûr elle est plus concentrée à l'entrée du tuyau, mais pour mesurer le flux, qui est donc le nombre de molécules qui traversent une section par unité de temps, ce qui compte, c'est pas la concentration, mais c'est sa dérivée par rapport à X, c'est la mesure des homogénéités entre différentes zones, et comme on a un profil linéaire, et bien dN sur dx est constant, et donc le flux est constant. Et ça, c'est un résultat très important qu'on retrouvera en diffusion thermique. Régime permanent en diffusion signifie toujours conservation du flux. Évidemment, ça c'est quand il n'y a pas de terme de production et de disparition, mais en régime permanent, donc le flux se conserve, le nombre de molécules qui traversent une section par unité de temps est constant. Voilà, donc retiens bien la façon de faire le bilan, parce que quand nous allons être dans des situations avec des géométries un peu plus compliquées, en cylindrique ou en sphérique, mais on va reprendre exactement le même raisonnement, et donc on verra que comme ça, établir l'équation de diffusion, eh bien ce sera un jeu d'enfant, et puis après la diffusion thermique, ben, on va utiliser les mêmes outils, et donc tu seras très à l'aise. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.